Bonsoir, donc on est toujours sur le Métatour, toujours à Toulouse, et cette fois on est avec Rock Soccer. Bonsoir. Bonsoir. On dit rock d'ailleurs, on dit bien rock. Oui, on dira. Ah, d'accord, voilà. Donc c'est, je n'ai pas fait voilà, d'erreur. J'imagine qu'il y a souvent des erreurs. On dit les gens doivent prononcer Roche, non, j'imagine. Ça arrive, mais c'est surtout sur mon nom de famille. Là, c'est encore plus compliqué puisqu'il y a un tréma sur le U. Donc, Voilà, voilà. Donc j'espère. Rock Saoker. Voilà, rock, ça ok. Donc on va dire rock, ça va être plus simple pour moi. Alors rock, toi t'es le créateur d'un magazine, Top Secret. Hein, donc ça c'est je montre là le dernier magazine, mais c'est le numéro 74. Tout à fait. Donc ça veut dire que ça fait depuis 2002, tu me dis que le magazine existe. Depuis janvier 2002. Depuis janvier Ça 2002. veut dire avant de sortir, 2 ans de préparation quand même. Hein. Ah ouais. Avant de sortir le premier numéro. Donc un magazine qui traite, on va dire, de sujets vastes et qui dérangent, on va dire. C'est ça? Ce sont des sujets assez, effectivement, assez top secret, assez à la marge, quoi. Oui. Donc on va, on va traiter de tout ce qui est secret de l'histoire, secret de la science. D'accord. Et en essayant de mettre une cohérence derrière tout ça. C'est-à-dire d'essayer de décrypter les choses. Décrypter en même temps l'actualité, on est très, très près, très collé à l'actualité en même temps. Avec des articles plus récurrents, des articles plus universels qui permettent d'avoir un recul sur les choses, sur ce qui se passe, et puis quelques articles vraiment très en phase avec l'actualité. Et comment tu travailles? Parce que à chaque fois, on se demande comment tu vas puiser toutes ces informations. Enfin, sans nous donner les sources, bien sûr, Non, mais c'est pas. mais comment tu travailles En fait, je vais te dire, je me pose la même question tous les 2 mois. C'est vrai, hein. Tous les 2 mois, je termine à genoux mon numéro. Et tous les 2 mois, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir bien mettre dans le prochain numéro? Je ne sais jamais. C'est ça un peu qui est difficile dans ce travail. C'est que tu es tout le temps sur la corde raide, quoi. Tout le temps à te dire, bah voilà, il faut regravir la montagne. Il y a matière, j'ai envie de dire. par contre, voilà. Les secrets, les énigmes de la science et de l'histoire, c'est le sous-titre du magazine, sont inépuisables. C'est inépuisable. C'est-à-dire qu'en réalité, plus tu tires la ficelle, si tu veux rester logique et cohérent, plus tu vas tirer la ficelle, plus tu vas, plus tu vas découvrir de choses. Puisque quand tu découvres un mensonge, en fait, il faut parler plus. L'histoire, c'est une quête de vérité. Mais en fait, ça veut dire défricher des mensonges, décrypter des mensonges, découvrir des mensonges. Parce que la vérité, elle appartient un peu à personne, si tu veux. C'est pas évident de dire ça y est, je tiens la vérité. Tu t'en approches à force de nettoyer les mensonges. Et on baigne dans un purin de mensonges, on baigne dans une fosse sceptique de mensonges. Le monde est comme ça. Donc c'est inépuisable, inépuisable. Et plus tu décryptes certains mensonges et que tu arrives à recaser les cases, puisque le magazine est conçu comme un puzzle, hein, plus tu allumes des petites lumières, plus tu vois loin dans la salle. C'est-à-dire que c'est un peu voilà, comme la pelote de laine, l'image, c'est-à-dire que tu tires, et il y a tout qui vient, et ça s'arrête jamais Ça finalement. ne s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Plus tu allumes de petites lampes, plus ta perspective est profonde, plus elle est grande. Alors c'est vrai que aujourd'hui découvrir le magazine, ça peut choquer des personnes, ça peut être difficile. C'est un peu comme si tu rentrais dans une série télé ou qui est à la 5e ou 6e saison et que tu débarques, tu vois un épisode, tu te dis c'est quoi cette merde, Ouais. c'est n'importe quoi, etc. Parce que dans le magazine, il y a énormément de références à des anciens numéros, à des anciens thèmes traités, parce qu'on ne peut pas revenir tout le temps et raconter tout le temps la même chose. Parce que toi, tu as abordé alors plein de thèmes pour dire. Tu as parlé des ovnis, tu as parlé du 11 septembre, tu parles allez, on va dire, de tout un tas de sujets qui sont, entre guillemets, les sujets d'Internet, qui sont très remués sur Internet, comme, voilà, d'ailleurs, on pourra en évoquer certains, comme, on va dire, allez, si on en parlait tout à l'heure, par exemple, les bases nazies en Antarctique. Ça fait partie des thèmes connexes au phénomène ovni. Parce que en réalité, donc, c'est vrai que le sujet, le cœur du magazine, c'est l'OVNI, le phénomène OVNI.
Et moi, j'aborde la question de l'ufologie pas de façon orthodoxe. C'est-à-dire que le phénomène ufologique est prétexte finalement à démêler la corde du mensonge. Le phénomène ovni, ça touche le secret militaire, ça touche le secret scientifique, le secret politique et le secret de l'histoire de l'humanité. Toi, pour toi, par exemple, il y a un lien entre les civilisations anciennes et les ovnis ou... Mais qu'est-ce que tu appelles ovni? C'est ça l'histoire. Qu'est-ce qu'on appelle ovni? Effectivement. Oui, bien sûr. Parce que ovni, ça pourrait être technologie secrète, ça pourrait être ancienne civilisation. Voilà, est-ce qu'il y a une... Alors, tout ça, on en parle dans Top Secret. C'est pas forcément les ovnis. Tout est lié. Tout est lié parce que moi, j'ai le périple qu'avec les lecteurs, on traverse tous ensemble, cette évolution vers la vérité, vers une certaine vérité, ou en tout cas une façon de voir le monde, on l'a fait, c'est évolutif. Au départ, j'ai démarré le magazine avec un niveau de connaissance qui n'est plus celui d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est quoi qui t'a fait basculer un peu, toi, historiquement, pour savoir un peu quel moment il y a eu un déclic, si je puis dire? En fait, je crois que j'ai tout essayé pour ne pas faire ce magazine. J'ai tout essayé pour ne pas me mettre... C'est même plus la marche, c'est sur la tranche. En fait. Ce qui est confortable, la tranche, parce que c'est l'endroit où tu es le moins dérangé, finalement, parce que tu es plus visible. Bah oui, et ça te permet d'avoir une grande liberté. Hein. À force d'échouer, à force d'être rejeté par le système, simplement parce que tu es quelqu'un de totalement différent et qui ne peut pas rentrer dans ce système, parce que tu n'as pas les codes. Oui. Tu n'as pas les codes d'accès. Donc, eh bien, à un moment, tu sais, c'est comme un entonnoir. Et au bout d'un moment, c'est paf, tu es dans le chemin. Tu es dans le chemin qui est le tien. Oui. Et donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu ma voiture. J'ai demandé à une copine qui venait d'hériter de me prêter un peu d'argent. Et puis j'ai économisé, j'ai réuni assez d'argent pour financer 2 magazines. Puisque tu sais, dans la presse, tu es obligé d'avoir 2 magazines. Tu lances le premier et le deuxième, et après tu commences à toucher les sous. Et voilà comment l'histoire est partie comme ça, quoi. Alors, maintenant, voilà, l'exemple que tu donnais sur l'exemple des nazis. Bon, alors, ouais, il faut bien comprendre qu'en même temps, ce travail-là a fait énormément évoluer les mentalités. Le web a suivi, etc. Même si c'était transparent et sans forcément citer Top Secret. Mais il faut se remettre dans la situation de l'époque au niveau des mentalités. Au niveau des mentalités à l'époque, quand tu parlais d'OVNI, même encore aujourd'hui, même un peu encore aujourd'hui dans ufologique, c'est très 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 mal considéré. Donc quand tu te lances dans cette histoire de magazine Top Secret, tu sais que tu renonces à toute entre guillemets respectabilité. Et donc au fur et à mesure du travail, on se rend compte qu'il y a 2 types d'OVNI. En fait, pour schématiser, tu as 2 types d'OVNI. Tu as le taux les boulons, comme disent les ufologues, si tu veux. Le taux les boulons, c'est-à-dire le truc... c'est humain, en fait, c'est ça, d'accord. Qui est concret, qui est matériel, l'OVNI matériel, que des témoins ont pu apercevoir, qui avaient atterri, etc. Genre soupe aux choux. Hein. Ouais, d'accord. Et puis l'OVNI de type plasma, lumineux, dans le ciel, assez lointain, où tu ne comprends pas trop comment ça se comporte, quoi. C'est assez mystérieux, ça apparaît, ça disparaît, ça a un comportement vivant. Enfin bref. 2 types complètement différents d'OVNI. Alors, quand à force de lire les témoignages, de découvrir, tu te rends compte que les ovnis les boulons, ils apparaissent grosso modo dans les années 40, en 47, un peu pendant la guerre avec ce qu'on appelle les Foo Fighters.
Et puis en 47 avec Kenneth Arnold, tu as aussi l'histoire de Roswell. Tu as ensuite une vague, la vague de 54, en réalité qui commence un peu avant et puis qui va s'accentuer en 54, où tu as des soucoupes volantes qui apparaissent un peu partout dans le monde, en France, en Italie, en Amérique, enfin on voit. Et tu as ces soucoupes volantes qui se posent avec le gars, un type assez grand, 1m80, 1m90, plutôt blond, avec un peu un accent allemand. Voilà. De temps en temps, il y en a qui disent qu'il avait un putain d'accent d'allemand, le gars. Et puis surtout, donc ça t'interpelle, tu te dis c'est bizarre, pourquoi aujourd'hui t'as plus rien? Et qu'à l'époque, il y avait autant. Après, tu regardes les soucoupes volantes, de l'époque, extraterrestres soi-disant, enfin, tôles boulons, de type soucoupe Adamski, comme on les appelle. Je sais pas si tu vois la jupe, etc. Oui, voilà. Et tu te rends compte qu'en fait, ces ovnis-là, parce qu'avec le recul, on t'a parlé d'ovnis nazis, etc., tu te rends compte qu'ils sont quand même vachement l'esprit germanique. Ils ont un look allemand. Hein, en fait, les bunkers allemands, etc., ils avaient un peu le même chapeau. Etc. Enfin, c'est du putain de germanique. De la même façon que les soucoupes volantes que l'on trouve en Amérique, un peu profilées, etc., sont vraiment dans l'esprit américain. Et les ovnis russes, ils ont aussi un côté bien soviétique à l'époque. Et tu as même l'OVNI français qui a aussi sa mode, quoi. Donc tu te rends compte que non seulement dans le phénomène OVNI, tu as l'OVNI qui évolue technologiquement, puisque les premiers témoignages vont montrer des écrans avec des lumières, etc., des manivelles, des manettes, etc. L'ordinateur n'existait pas à l'époque. Donc c'était, tu vois, des espèces de trucs avec des boutons qui ne servent à rien. Des fiches, des papiers, tu sais, avec des papiers troués, là, les fiches trouées, etc. Et donc les ovnis, les boulons évoluent avec le temps, avec la technologie humaine, et ils sont différents en fonction des peuples. En fonction des peuples qui sont censés les avoir construits. Et ça, c'est des choses qui te font te demander, mais est-ce que il n'y aurait pas une technologie secrète qui serait qui n'aurait rien à voir avec la technologie officielle qu'on nous resserre à longueur de journée, et donc alors à partir de ce moment-là, ça t'ouvre un monde. Tu commences à te rendre compte que le mensonge il va vraiment très très loin. On trouve aussi. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir donc tu penses qu'il y a quoi, un espèce de programme militaire? Parce que qui ça qui des militaires? Absolument. Alors c'est-à-dire que là, donc, tout ça c'est pour revenir à ton histoire des bases Charbonnement et compagnie. Donc il y a quand même quelques documents, etc., qui apparaissent sur ce phénomène des ovnis nazis. Il y a pas mal de choses qui indiquent que les nazis sont partis vers l'Antarctique. En particulier, alors il y a une expédition, je crois, qui date de 47, voilà, c'est 2 ans. L'amiral Byrd. De l'amiral Byrd, qui revient, en fait, et avec une armada, il part en Antarctique, puis il revient avec, je crois, il reste quasiment plus rien. Absolument, ils partent à 4000, ils reviennent voilà. à 400. À 400 en gros, voilà. Puis surtout, il y a une chape de plomb, et l'amiral Byrd déclare dans la presse, avant d'être ensuite mis au secret, que la prochaine guerre verra des engins volants qui passeront d'un pôle à l'autre, etc. Voilà, il fait une déclaration comme ça. Mais c'est surréaliste cette affaire quand même. Alors ça c'est le début de l'affaire, c'est-à-dire que tu commences à démêler... Voilà, c'est la petite bobine qui se déroule. C'est que déjà tu te dis, bon, alors peut-être que le phénomène OVNI, c'est pas seulement la soupe au chaud. Voilà. Peut-être autre chose. Il y a peut-être autre chose, c'est-à-dire que, en réalité, imagine tout de suite l'humanité avec une invention qui s'appellerait l'antigravité. Imagine. C'est-à-dire que ce n'est plus l'humanité que tu es en train de voir aujourd'hui. Le jour où on est libéré de la gravité, on n'a plus la même, on n'a plus les mêmes problèmes, quoi. On n'a plus la même perspective. Cette technologie,
si on connaît un peu le travail de Tesla, on se rend compte que elle était très à la portée de l'humanité à la fin du 19e siècle, déjà. C'est pour ça d'ailleurs qu'avec à la même époque que Tesla et de son rêve qui était de créer L'énergie libre. l'énergie libre et puis surtout l'engin anti-gravité. D'accord. C'était son rêve, hein. C'était plus que l'énergie libre. Parce que Parce non. que la vraie ambition de Tesla, c'était de créer entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui un ovni. Parce que ça veut bien dire que l'antigravité, c'est quoi? C'est un appareil qui va nous enlever, on va dire, les lois de la gravité. Donc ça nous permettrait de nous déplacer n'importe comment, hyper vite, Parce que etc. d'un coup, au lieu d'avoir un problème de territoire, de trucs, bah, tu peux aller coloniser déjà d'autres planètes. Aller chercher des minerais ailleurs. Ouais. Tu n'as plus du tout les mêmes problèmes économiques qu'aujourd'hui sur une terre limitée. Et supposons que ça existe déjà. Tu te dis, bah, le mensonge est encore plus fort. Ouais. Dans la catégorie des tôles et boulons, Ouais. on retrouve les ovnis apparus en 90, en fin des années 80, les triangles. Oui, les fameux triangles. Les fameux triangles. Ça, c'est encore du tôle et boulon. D'accord. Si tu veux un petit peu. Je peux bien. Et dans les triangles, alors, bon, il se trouve que dans mon métier, je connais quand même quelques personnes qui ont travaillé un peu dans des black programmes, dans des programmes un peu particuliers, dans ces domaines-là. Et un jour, j'ai une conversation avec un ami qui me dit au téléphone, qui m'explique au téléphone, il me dit, mais je lui dis, alors c'est quoi ces triangles? Je lui dis, bah, voilà, je t'explique. Les ovnis fonctionnent sur la base d'un gaz mercure ionisant qui tourne. Les soucoupes volantes, le gaz tourne comme ça permet d'atteindre l'antigravité, de créer un phénomène d'antigravité. Mais on est limité en taille avec le côté soucoupe volante du diamètre du gaz qui tourne comme ça. On est limité en gaz. On ne peut pas faire une soucoupe énorme parce que le gaz mettrait trop de temps à tourner. Et il ne créerait plus le phénomène d'antigravité. Et alors moi je ne suis pas scientifique, mais je vais raconter, je pense que tu comprendras l'astuce. Il me dit les triangles, l'avantage des triangles, c'est que le gaz il tourne comme ça dans des cylindres. Et tu mets 3 cylindres, 2 comme ça et un derrière. Et le gaz tourne comme ça, à l'intérieur. Il m'a expliqué le fonctionnement, lui c'était un grand scientifique, hein, le fonctionnement de cette antigravité sur les triangles. Et il me disait, l'avantage c'est que tu peux faire des vaisseaux de plusieurs kilomètres. Aucun problème, le gaz tournera toujours aussi vite. Et il me dit, Rob, tu veux que je te donne la preuve de ce que je te raconte? C'est que tu verras jamais un seul témoignage de gens qui ont vu des triangles te raconter que le triangle à un moment, il a fait marche arrière. Il ne peut pas faire marche arrière, parce que tel que le processus scientifique d'antigravité est constitué dans les triangles, il n'y a qu'une pointe en face. Donc rien pour le propulser de l'autre côté. Et toi, tu as été vérifié, tu as vu, il n'y avait aucune déclaration de marche arrière, ça n'a jamais Ça arrivé. n'a jamais arrivé. Les triangles peuvent faire ça, aller en avant, mais marche arrière, ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas. C'est énorme, d'accord. Et le GEPAN, qu'est-ce qu'on doit en penser en France de ça? Le GEPAN, qu'est-ce que tu vas en penser? Ils font leur travail, c'est une petite équipe qui font comme ils peuvent et je crois qu'ils sont... Ce qu'on peut en penser, c'est que en fait, je crois qu'ils n'ont pas les dossiers les plus brûlants, quoi. Et puis D'accord. ils mettent en poste des gens qui sont bien à leur poste, bien dans leur boulot. Et qu'est-ce qu'on peut penser, alors, puisqu'on est dans les sujets comme ça, des crop circles? Non, parce que moi, ça m'intrigue. Ouais, ça va. C'est vrai, c'est faux, c'est un fake, ça existe. On voit des photos, voilà, on a tous vu ces photos assez hallucinantes où voilà, on a reproduit carrément des dessins, des fois de façon hyper précise, des Ouais, bien sûr. bon, c'est une blague, c'est quoi? Alors, non, alors, comme toute chose, comme tout phénomène, il y a la contre-mesure. C'est-à-dire, si les crop circles sont vraiment authentiques à la base, vraiment d'une intelligence extérieure,
forcément, il y a une contre-mesure de crop circle qui vont être faux, pour semer le doute, pour semer, pour désinformer, si tu veux. Donc il y a ces deux phénomènes en matière de crop circle. Il y a des vrais Je défauts, pense qu'il y quoi. a des vrais et des faux. Alors après, moi je ne rentre pas dans le problème des crop circles parce que c'est un os à ronger. C'est-à-dire que le milieu des crop circles, tu peux pas savoir s'ils sont enragés. Ah ouais. Ouais, c'est la guerre. C'est la guerre. Non, celui-là est faux, celui-là est vrai, etc. C'est très compliqué. Donc on voit des formes des fois extrêmement complexes. Non, mais Comment tu peux c'est- faire ça avec des micro-ondes. Tu peux faire des... Alors tu as trois types de crop circles. Tu as les crop circles qui sont faits avec des planches, effectivement, les plus simples. Et puis après, tu peux faire des crop circles avec des micro-ondes à partir de montgolfières ou de dirigeables, à partir de satellites directement. Ah ouais. Oui. Mais il faut avoir quand même une arme puissante pour faire ça de haut quand même. Mais voilà, il faut bien que tu comprennes, t'es pas que... t'es comme... tu fais partie du bétail, du troupeau, et que tu n'as pas vu la lumière. Tu vois. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas montré la lumière. Donc, comment tu sais pas ce qui se passe chez ton voisin qui habite à 500 mètres de chez toi? Ouais, Eh ben c'est pareil. Si on te dit pas, ouais, bien sûr. c'est tout. Ouais, mais parce que donc ah ouais, mais tu crois qu'il pourrait faire ça quand même parce qu'on en a retrouvé partout dans le monde, à des endroits différents. Alors tu noteras d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait ces recherches, tu noteras que les crop circles apparaissent beaucoup sur un circuit qui est le circuit du réseau ARC, qui est prétendument arrêté, etc. D'accord, ouais. Non, C'est intéressant. Et puis l'autre chose qu'il faut que tu saches sur les crop circles, c'est que 80% des crop circles, mais en tout cas en Angleterre, naissent dans des terrains militaires. Ça se passe dans des terrains militaires qui sont loués à des agriculteurs. D'accord. Ah bah. Donc c'est pour ça qu'on y voit beaucoup d'hélicoptères militaires qui font les exercices, etc. Ouais, au-dessus de ouais, ces ouais. champs. Mais aussi en même temps, comme c'est des terrains militaires, ça permet à l'armée de faire des expériences. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont mesuré le taux de magnétisme et tout, qui augmentait dans les crop circles et on a observé que les tiges aussi étaient pas cassées mais simplement couchées. Que Non, mais c'était- il y a des grands spécialistes du domaine. Moi, c'est ce que j'appelle un os à ronger. C'est-à-dire que tu peux passer ta vie à étudier les crop circles, t'en ressortiras rien. Ouais, on n'aura jamais de réponse vraiment. Ouais. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, et ce que j'essaie de faire avec Top Secret, c'est d'apporter une vision globale de l'humanité, de ce que nous sommes, dans quoi nous baignons. Parce qu'on parlait tout à l'heure de l'histoire des nazis, etc., avec Schwabenland, mais c'est anecdotique, c'est-à-dire que ces engins d'antigravité, etc., hérités de la technologie de Tesla, puisque déjà à l'époque de Tesla, on retrouve des bateaux. Ouais. Il y a des témoignages de gens qui ont vu des vaisseaux, tu vois, des voiliers dans le ciel, etc. Mais tu te dis, mais si, il y a un mec qui invente une caisse, un moteur qui te crée de l'antigravité, il va vouloir voler, se déplacer avec. Qu'est-ce qu'il va le mettre où, son machin? Bah, c'est vrai qu'un bateau, c'est idéal. C'est idéal, puisque tu es dedans, c'est assez confortable, tu vas pas tomber, tu peux même dormir dedans, etc. Ouais. Et, Ouais. l'autre chose que par rapport toujours au Tolé Boulon, etc., on en voit beaucoup moins de ces témoignages de ces grands mecs qui sortaient des ovnis, qui demandaient leur chemin, Oui. où est-ce que je suis, tu sais, avec un accent, machin, et Ouais, tout ça. ouais, ouais. Mais simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le GPS. Le GPS n'existait pas, donc ils étaient au stade des expériences. J'ai vu aussi, je sais pas si tu avais. Ça, c'est pour les ovnis Tolé Boulon. Ouais, on avait vu, il y a eu une, comment dire, c'était en Russie dans les années 90. Peut-être tu connais cet événement-là. Toute la ville a vu atterrir donc des ovnis, des hommes sont descendus Avec des enfants qui avec des assistent enfants dans un parc, exactement, Ouais, exactement. ouais. Donc c'est ça aussi, ça. Donc ça c'est parmi les nombreux faits répertoriés qui sont quand même assez étranges. Ouais, Euh, je te disais, on les voit moins parce que maintenant c'est au point. Donc, ces engins-là des années 50 ont disparu parce que les mecs n'ont plus besoin de faire des essais sur Terre, ils les font ailleurs. D'accord. On a vu les triangles, c'était en 90. Pourquoi? En 89, 90. Parce qu'ils faisaient des essais, c'est les débuts des triangles. On en voit beaucoup moins maintenant. Ils sont ailleurs. Autre exemple, les ovnis, souvent tu les voyais avec des tentacules. Des tentacules.
des espèces d'aspirateurs, des pinces, etc. D'accord. Moi j'ai longtemps réfléchi, je me suis dit mais pourquoi ces ovnis? Bon, j'ai vraiment fait une réflexion sur ces trucs de tôle et boulons. Et puis après, tu arrives à la réponse, c'est-à-dire qu'en réalité tu te dis mais oui mais dans les années 50, la NASA n'avait pas encore inventé ces combinaisons anti-radiation, etc. Donc les mecs qui pouvaient voyager avec leur soucoupe, aller voir Mars et aller ailleurs, ils ne pouvaient pas sortir. Donc quand tu veux prendre des échantillons pour pouvoir les analyser, etc., il te faut des tentacules, il te faut des... Il n'y a plus aujourd'hui. Les ovnis n'ont plus ça. Alors ça permet de dérouler la bobine. Pareil par rapport à l'Antarctique. L'Antarctique mène à la théorie de la Terre creuse. Ouais. Et quand tu commences à étudier la question de la Terre creuse... Alors, pour remettre pour nos auditeurs, même s'il y en a qui savent, donc il y aurait, la Terre serait creuse, et j'ai entendu parler donc d'une cité qu'on dénommerait Agartha, enfin bon, voilà. Voilà, mais bon, il y aurait une civilisation à l'intérieur qui vivrait à l'intérieur de la planète, ce serait ça. En tout cas, il y aurait... Quand tu es dans une maison, tu vis pas sur le toit. Les planètes, peut-être qu'en fait, elles n'ont jamais été faites pour qu'on vive à la surface dehors. Peut-être que c'est tellement mieux à l'intérieur. Ouais. Bah, semble-t-il, ce serait plus protégé. Des radiations déjà. Ouais. Ouais. Et mais bon, sans entrer dans ce genre d'histoire, parce que là, il y a plein de trucs New Age et il y a beaucoup de délire. Je confirme, l'histoire, elle a commencé avec un pilote de l'armée américaine non, voilà, qui a survolé le pôle Nord. Voilà, et c'est indéniable. Il en a parlé, la Terre, l'horizon inconnu, etc. Une autre Terre. Il a vu des choses avec des animaux préhistoriques, des mammouths, etc. Ça, effectivement, ça je confirme. Par contre, après, il y a eu son journal de bord. Là, c'est beaucoup plus douteux, quoi. Là, ça ressemble à de la théorie fumeuse. D'accord. Le journal de bord, tous les documents de l'amiral Byrd ont été escamotés par le FBI. Et tu confirmes aussi que les nazis, pendant la guerre, un peu façon, bon, ça va rappeler un film, mais c'est l'Arche perdue de Spielberg. On voit les nazis qui recherchent l'Arche perdue, mais semble-t-il que Hitler avait envoyé tout un tas d'expéditions, y compris au Tibet. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et il cherchait, semble-t-il, la porte de cette... parce qu'il y a quelques portes sur la Terre pour accéder. Complètement dans cette Voilà. Et les moines tibétains seraient les gardiens, justement, un peu de cette... Il y a une porte au Tibet. Voilà. Une porte au Tibet, effectivement. Donc certains... il y aurait une porte au Tibet, donc certains, effectivement, pensent que les moines tibétains, certains moines tibétains initiés connaissent cette porte. Enfin bon, on est dans le domaine... dans un domaine vraiment hautement secret. Là, je n'ai pas oui, accès. parce qu'il y a eu, ça aussi, tu dois le savoir aussi certainement, qu'Hitler, pendant la Seconde Guerre mondiale, il avait une série de moines tibétains qui étaient à Berlin, qui étaient sous haute protection apparemment, comme des... Oui, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée des Russes, je crois qu'ils étaient là encore. Non mais attends, Hitler, effectivement, on est là avec Hitler au cœur du secret. C'était quelqu'un qui... C'est une autre façon de voir le monde. Ils avaient changé complètement le paradigme de vision de la réalité du monde. Voilà, c'est vraiment deux conceptions du monde qui s'opposent. C'est des forces antagonistes. C'est là où ça te montre que le monde dans lequel nous vivons est beaucoup plus complexe que ce qu'on a bien voulu nous faire croire. Ouais. Et l'histoire de la Terre creuse, on va dire c'est ridicule, etc. Moi, j'ai eu pas mal de scientifiques qui m'ont dit c'est ridicule, c'est pas possible, la Terre, avec la gravité, il faut que le noyau soit ceci et cela. Et puis d'autres scientifiques qui se sont mis à faire des calculs et qui se sont dit mais ça marcherait aussi bien. Parce qu'en réalité on parle toujours de la Terre comme un corps qui tourne autour du Soleil. D'accord ? Donc il se serait formé, c'est des poussières qui se seraient agglomérées par la gravité, autour d'un noyau en fusion. D'accord ? Sauf que ça c'est le schéma de la création de la Terre. Mais on oublie toujours un détail. C'est que la Terre elle tourne sur elle-même.
Et donc là, il n'y a plus que la force de gravité, il y a aussi la force d'inertie. La force centrifuge. En centrifuge, ouais. Et il y a un moment où la force centrifuge et la force de gravité s'équilibrent, et c'est là où ça crée la croûte terrestre. Là au milieu, c'est du vide. Bon, après, il y a encore d'autres choses fascinantes, c'est-à-dire qu'en réalité, on a une planète d'eau, c'est pas pour rien. En réalité, il y a des océans. Souterrain. Alors, on a découvert ça il n'y a pas longtemps, ça, ils ont admis dans la presse. Ils l'ont admis il n'y a pas longtemps, Il y a mais pas on le sait longtemps. depuis longtemps. Voilà. On le sait depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on entendait parler, mais là, dans la presse, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, on a dit, il y a des océans souterrains. Océans, ouais. Des océans Et entiers. le pire, c'est que tout ça est en vase communicant. Comment tu crois, l'histoire du déluge, qui est mémorielle, qui est dans l'histoire de l'humanité de tout temps, qui est dans le subconscient de chaque être humain. Ouais. Tu crois franchement que c'est 40 jours de pluie qui a noyé toute l'humanité? Bah, ça fait un peu léger, parce que moi, j'ai déjà vécu en Guyane un mois de pluie, hein, donc il n'y avait pas eu de déluge. Hein. Et pourtant, il y avait un mois de pluie réelle, hein, un mois sans Et de s'arrêter. grosses pluies, je suppose. Voilà. Eh bien, en fait, comme c'est écrit, comme on le retrouve dans les trucs, l'Éternel, entre guillemets, a ouvert les vannes. Mais c'est les vannes des océans du centre de la Terre. Et l'eau. Et l'eau se met à monter. Ouais. Voilà. Le déluge, il est cohérent. Avec la Terre creuse, il est cohérent. Et cette civilisation qui vivra à l'intérieur de cette terre, elle ne veut pas nous rencontrer, elle veut pas. Quel rapport elle entretient avec nous? On sait peu. C'est une question à laquelle, si jamais je voulais commencer à te répondre, il faudrait qu'on reparte. Il faudrait vraiment beaucoup d'explications, etc. Ça toucherait à d'autres sociétés, à d'autres problèmes de société. Moi, je considère que ces gens-là sont les faux dieux. Je les appelle les faux dieux. Les fous durs. Hein. Les faux dieux. Donc c'est pour ça que C'est intéressant. ça nous entraînerait très loin. D'accord. Ça nous entraînerait très loin. En tout cas, ce sont des humanoïdes. Ce sont alors, les faux dieux sont pas de cette matrice, si tu veux. Ils appartiendraient à quoi? Une autre espèce? Non, ils appartiendraient à une autre matrice. On vit dans une matrice. Oui. On est dans une matrice. Une matrice d'une dimension matérielle, etc. Eux viennent d'ailleurs, d'une autre dimension. D'accord. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils sont obligés de vivre à l'abri des rayonnements solaires, par exemple. Ils vivent à l'intérieur de la planète. Enfin, bon, c'est un peu bizarre, c'est une cohabitation avec l'homme. C'est compliqué de rentrer dans ce genre de considération, c'est vraiment très compliqué. Mais est-ce qu'on peut envisager, comme certains l'ont évoqué, que des entités extraterrestres entretiennent des rapports avec des gouvernements, voire négocient avec certains gouvernements? On l'a entendu dans le cas des États-Unis où beaucoup, alors évidemment ce projet de disclosure qui est un peu mis en cause, mais ils n'étaient pas quand même les premiers ni les seuls à dénoncer et dire que par exemple le gouvernement américain a accepté l'établissement de certaines bases en fait extraterrestres en échange de technologie. Est-ce que c'est crédible, ça tient la route ou pas? Alors, d'après ce que je sais, il est clair qu'il existe des bases secrètes. Je ne suis pas le seul. Ça, on est bien Il d'accord. existe des bases secrètes dans lesquelles cohabitent des êtres, des humains et des êtres un peu hybrides. Est-ce que c'est des clones? Parce qu'il faut savoir aussi, si on revient aux nazis, à la base, à l'origine du phénomène, de l'ufologie moderne, il faut savoir aussi que les nazis étaient très en avance en matière de génétique. D'accord. Et qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un petit gris qu'à un être humain qui aurait été hybridé, qui aurait été modifié génétiquement. Donc on peut envisager qu'ils aient créé une race hybride. Tu sais, les nazis, ils voulaient être la race supérieure. Oui. Ils voulaient être la race des maîtres. Et les maîtres, ils ont besoin d'esclaves. D'accord ? Et donc, créer une race d'esclaves, de robots biologiques, ça paraît tout à fait logique. Mais ça pue là. On sait que l'esclave se révolte un jour contre le maître. Et justement, là,
C'est pas quand il a été conçu artificiellement, génétiquement, pour être juste un robot biologique. D'accord. Et Justement, c'est très... Alors, mais je dis ça, je n'en sais rien, j'ai aucune preuve de ça. Ce sont des réflexions, des hypothèses de travail, des possibilités qui permettent d'expliquer certaines incohérences du système. Et ces accords qui ont pu être passés dans des bases secrètes, etc., ont pu être avec des nazis. Le côté extraterrestre, soupe aux choux, Star Wars est un leurre. C'est un enfumage, si tu veux. Faut bien comprendre qu'on... Enfin, je dis ça, je sais que je vais choquer même parmi mes lecteurs, mais ils savent aussi qu'il y a d'autres types... On parle vraiment des taules et boulons. Il y a d'autres manifestations qui sont celles-là millénaires et qu'on retrouve même dans certains témoignages égyptiens ou ailleurs. ouais. Alors justement, Là, on parle vraiment de l'après-guerre. Ouais, voilà. On est vraiment dans ce truc. Mais justement, c'est les anciennes civilisations qui ont tout un côté très mystique et on va dire une relation justement à une cosmogénèse à chaque fois qui, on va dire, qui parle d'être venu du ciel, de technologie, que ce soit en Amérique du Sud avec même Quetzalcoatl, puisqu'il arrive du ciel, etc. Que ce soit les Sumériens, les fameux Anunnaki, etc. On parle aussi, mais qu'on connaît moins, mais c'est un peu aussi les aborigènes. Je suis intéressé, et aussi dans leur cosmogonie, cosmogénèse, pardon, ils ont une espèce d'être qui vient du ciel et qui leur donne la vie, etc. Et qui leur apporte la connaissance et la civilisation à chaque certaines connaissances d'ailleurs tout à fait mystérieuses. Comment est-ce qu'ils pouvaient savoir certaines choses au niveau des étoiles? Oui, bien sûr, oui. Oui, puis bien sûr, que ce soit en Amérique du Sud, on a constaté ça, et puis même en Afrique, chez les aborigènes. Effectivement, ils ont des connaissances astronomiques à chaque fois qui dépassent le niveau des sciences théoriques qu'ils devraient avoir, quoi. Tout à fait. Et ça, comment ça peut s'expliquer? C'est une rencontre? Il y a une rencontre, c'est possible? Alors, il y a deux hypothèses possibles. Soit il y a une rencontre, effectivement, par le passé avec des faux dieux, mais en fait, là, il faut aussi remettre ça en perspective. C'est-à-dire qu'on nous a fait croire, c'est encore un autre mensonge, on nous a fait croire que l'humanité avait, la civilisation avait 5000 ans, voire 6000 ans. Il faut imaginer que la planète officiellement a 4 ou 5 milliards d'années d'existence. C'est imaginer une chose pareille que l'humanité a 5 000, enfin la civilisation à 5000 ans, c'est une aberration. Donc on sait que rien ne perdure sur Terre, il y a tellement de mouvements. Donc alors des rencontres, c'est possible, et puis aussi des évolutions de civilisation par le passé, avec des héritages. Et un savoir qui se transmet. Par exemple, je pense tout. La cité de ces Göbekli Tepe en Turquie. C'est des, je sais pas, c'est des trésors d'ingénierie à une époque où l'homme n'est pas censé. C'est absolument extraordinaire, effectivement. C'est en contradiction totale avec la version officielle de l'histoire. Parce qu'il y a un gros mensonge. Après, il faut se poser la question à savoir pourquoi ce mensonge. Oui. Toi, tu as une réponse à ça? Justement, pourquoi ce mensonge sur l'histoire comme ça? Bah oui. Ah oui, j'ai ma réponse. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse. Mais certainement que s'il y a un secret aussi fermé, aussi secret, c'est que la vérité fait peur. Et puis surtout, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'elles sont devenues, toutes ces civilisations? Elles ont disparu. Vraisemblablement, elles ont disparu. Eh bien, si elles ont disparu, ça veut dire que ça peut nous arriver demain. D'accord? Oui, tout à fait. Ouais. Et en plus, ça avait l'air d'évoluer, donc ça veut dire ça. Donc, on ne veut pas trop nous appuyer là-dessus sur le fait que ces civilisations ont été aussi avancées qu'elles ont disparu, parce que ça va forcément nous amener à réfléchir sur notre finalité à nous. Et
surtout, ça va nous amener à nous dire que des civilisations qui étaient aussi avancées, aussi technologiques, aussi puissantes, qui disparaissent, pourquoi, comment? Et donc là, tu commences tu commences encore une fois à rentrer dans un autre pan de vérité de l'histoire, avec des échéances ça va rejoindre les problèmes de ressentisme et tout ça, les questions de... Les fameuses questions de ressentisme qu'on a abordées juste avant, en plus, Voilà, avec Pierre Dortier. exactement. Et Parce que l'affaire du ressentisme, c'est une chose qui me semble, moi, par rapport à mes contacts, assez établie au niveau archéologique, au niveau des vestiges historiques qu'on peut avoir. C'est vrai que il y a quelques exemples comme ça qui sont assez flagrants d'un problème qui s'est passé au moment du 5e siècle et qu'on retrouve au 14e. Et la grosse question qu'amène le ressentisme, c'est aussi pour ça que c'est une chape de plomb dessus. C'est comment ils ont pu faire ça? Comment ça a pu être possible? Et puis surtout, la réponse, c'est qu'il n'y avait plus que 3/4 de l'humanité qui était présente sur la Terre. bon, on a un nouvel ami au plein milieu. Bon, bah ça va toi aussi. C'est le mysticisme des chats. Bah, les chats aussi. Tout à fait. Les chats sont un peu mystiques. Et, est-ce que tu crois justement que... Parce que Donc il y a eu un problème en tout cas. Ouais. Il y a eu un problème, ça s'est appelé la peste, mais quand tu lis les témoignages d'époque, tu te rends compte que c'était autre chose que la peste, puisqu'il y avait cette peste venait du ciel, avec des météorites qui tombaient, etc., etc. Oui, il y a ça. Et puis les gens avaient... Mais est-ce que c'est parce que les gens avaient beaucoup de croyances, non, à l'époque où on était un peu moins informés? Allez, je vais être méchant, peut-être. Tu crois que les gens n'ont pas beaucoup de croyances aujourd'hui? Ouais. C'est pour ça, je rigole aussi. Ouais, moi, bien sûr. je me suis mis un peu en marge je me suis mis en marge avec Top Secret un petit peu du système, on va dire. Mais tu sais, c'est étonnant quand les gens décrivent le système, se moquent du phénomène extraterrestre, etc. Mais en même temps, ils croient à un Dieu qu'ils n'ont jamais vu. Tu vois, dont on ne sait pas grand-chose finalement. C'est pareil. C'est pareil, ouais, on pourrait... Ça va pas plaire à tout le monde, mais bon, parce qu'il y en a plein, tu sais, en particulier dans l'islam, qui disent que ce phénomène ovni est une émanation de Satan et ce serait des démons, selon eux. Ça, c'est un discours que j'ai entendu chez beaucoup de musulmans, t'as dû l'entendre bien aussi. sûr, mais tu sais que moi, je ne suis pas loin de penser aussi comme ça, c'est ce que j'appelle les faux dieux. Sauf que si tu pousses plus loin le raisonnement, tu regardes l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, ce qui nous est arrivé depuis tous ces milliers d'années, et puis ce cycle infernal qui n'en finit pas de recommencer, tu peux te poser aussi la question des instigateurs des religions. Les religions n'ont jamais divisé autant l'humanité depuis toujours. C'est vrai. Or, on sait très bien que la plus grande ruse du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Et puis la seconde ruse du diable, c'est de diviser pour mieux régner. Les religions, si tu regardes dans les faits concrètement le résultat des religions, à part consoler les gens de la dureté de la vie de cette matrice, les dégâts sont considérables quand même. Mais ça n'a pas apporté quand même une stabilité qui était nécessaire. Tu trouves? Je sais pas. Non, mais il faut regarder froidement les choses. C'est à travers l'histoire, telle qu'on a, même l'actualité. Je ne sais pas où est le côté positif de tout ça. Si tu veux, moi, personnellement, je serais le maître du monde, le type qui tire les ficelles. Je m'arrangerais vraiment pour créer plein de camps différents de gens qui se foutent sur la gueule. Pendant ce temps-là, je serais tranquille. C'est un peu ce qu'on peut voir à travers... on peut regarder les religions de cette façon-là. Si on regarde l'histoire... Alors justement, il y en a plein qui font aussi le parallèle qui disent par exemple le Coran est un livre complètement
j'ai envie de dire, basé sur les ovnis, quoi. C'est-à-dire, c'est complètement extraterrestre. Mhm. Avec des lumières qui Absolument. parlent, etc. Des choses qui viennent du Mais ciel. Ouais. tu retrouves exactement la même chose avec la Bible. Exactement, oui, oui, tout à fait, bien sûr. Même dans l'Évangile, d'ailleurs, il y a quelques passages. Qui Ah bah parlent de l'évangile, il y a tout un tas de passages très extraterrestres Ouais, sur, sur ce point-là. ouais. Et puis tu connais au Kosovo ces peintures qu'on représente un peu Ouais. étranges. Mhm. T'as des infos là-dessus? Parce qu'il y a une chose qui est étrange. En tout cas, c'est vrai que pour le moins, il y a un fait qu'on reste ébahi, c'est que cette affaire de Kosovo, donc avec ces espèces de chapelles où il y a ces fresques qui datent tout du 12e, 13e siècle. Alors maintenant, si ça n'a pas existé, je ne sais pas à quelle date elles ont. Si, si, oui. Mais oui, si on enlève 300 ans. Mais en tout cas, il y a des fresques donc, qui reprennent tout un tas de peintures un peu mystiques. On voit des espèces d'hommes dans le ciel comme ça, puis un Christ un peu volant. Et tout ça est un peu très très bizarre. Et les Américains installent une base américaine, base militaire de Bondsteel, qui est ni plus ni moins que la plus grande base d'Europe hein, en plus. Hein. Carrément. Ouais, 90 km² quoi. Il y a beaucoup de témoignages de peintures, de tableaux, notamment dans les églises, Oui. de choses comme ça. C'est pour ça que le sujet est très lié à la religion en réalité. En réalité, on se rend compte que quand certains passages de Moïse avec la nuée dans le ciel, ça s'incorpore très bien dans le domaine du phénomène ufologique. Alors maintenant, voilà, après, c'est à savoir ce que c'est. Est-ce que c'est Dieu qui est sur un ovni, avec le buisson ardent, etc. Ou est-ce que c'est des putains de faux dieux qui nous ont foutus dans la merde depuis des milliers d'années? Tu vois. Et ces fameuses pierres, par exemple, tout à l'heure on en parlait, ces constructions comme à Baalbek, où on sait sur le mont du Temple, on a retrouvé des fondations comme ça avec des pierres de 1400 tonnes. Là, on peut parler de... Soit l'homme avait de la technologie qui lui permettait de faire ça, soit il a été aidé, soit en tout cas il y avait une explication. L'explication, c'est simplement que l'humanité a plus que 5000 ans. Voilà, en tout cas, voilà. la civilisation a plus Voilà. que 5000 ans. Ça, c'est la chose indéniable. On retrouve des blocs de pierre assez colossaux, avec la petite anomalie, et ça, c'est terrifiant comme truc à regarder. C'est des trous d'1 centimètre de diamètre sur une profondeur de plusieurs mètres qui traversent la pierre. Va trouver un outil qui te permette de faire ça sur du granit et sur de la roche la plus solide qui soit au monde. Comment tu fais un trou sur plusieurs mètres qui traverse une pierre extrêmement solide de part en part, un trou d'un centimètre de diamètre, parfaitement cylindrique. Là, tu es obligé d'avoir un outil performant. Tu peux même pas faire ça avec une perceuse aujourd'hui. Ouais, c'est-à-dire même aujourd'hui, on serait pas en mesure de le faire comme ça, exactement. ce serait très compliqué. Exactement. Et c'est ça qui fait qu'on se pose des questions, c'est de se dire, même nous avec nos technologies, on serait devant un défi si on nous dit d'aller apprendre des pierres de 1500 tonnes et aller les replacer, quoi. Moi, si tu veux, à force de dérouler l'histoire, c'est pour ça que j'en reviens un petit peu, je suis désolé pour tes auditeurs, etc., d'être peut-être un peu brutal sur ces histoires, mais l'ufologie touche non seulement effectivement aux politiques, aux militaires, on l'a vu, mais effectivement à l'aspect des croyances, du mysticisme. Alors ça c'est la partie, évidemment, c'est la partie... C'est un peu sulfureux sans doute. Bien sûr, c'est la partie la plus taboue, mais... et on a fait un gros travail là-dessus d'analyse. On a fait un gros boulot de bien faire comprendre aux gens avec les textes, en se basant sur des textes, qu'il y avait un lien intime entre les deux phénomènes. Et puis après, il faut regarder froidement la situation. Et les histoires de David Icke, de reptiliens, ça tient la route, c'est quoi? T'en as parlé toi d'ailleurs dans ton livre? C'est arrivé qu'on parle de reptiliens. David Icke, il fait partie de ces gens-là qui ont enfoncé des portes, qui ont ouvert des portes de réflexion, c'est très intéressant. Après, c'est pas pour autant que tout est vrai dans ce que raconte David Icke. Ouais. Par exemple, on peut supposer que les faux dieux, alors lui, il les appelle les Anunnaki ou les reptiliens, il les considère comme des reptiliens, mais ça peut être juste une des apparences que ces entités peuvent prendre. Puisqu'en réalité, ils sont anthropomorphes.
C'est-à-dire qu'ils peuvent, changer de... Bah changer oui, si tu te réfères en tout cas aux mythologies, soit les mythologies grecques, etc., qui racontent comment Zeus venait sur Terre se manifester auprès de telle ou telle personne, en animal ou autre chose. Ça aussi, ça c'est... puisqu'aujourd'hui, on fait la relation entre toutes les croyances, donc les Grecs, aussi bien avec les Scandinaves, même les Celtes, et on retrouve à chaque fois cette croyance, on va dire, de l'homme à qui on a donné la connaissance, on a donné le savoir, etc. Absolument. Donc quelque chose qui n'est pas inné, quoi. Donc il y a bien quelqu'un qui est venu qui dit c'est comme ça que ça se passe. Tout à fait. Mais ça c'est un point commun à tout et ça n'a pas été résolu ça. Ok. Enfin, toi t'as peut-être une... Non, mais je n'ai rien résolu. Non. Non, mais t'as peut-être une idée. Il est tard et... T'as peut-être une idée, non, pas d'idée. Ouais, mais on a... Sans marcher sur des œufs, je sais, on marche sur des œufs. On a forcément des idées, mais ça nous entraîne à revenir aussi sur l'histoire du récentisme et de la question que je te posais tout à l'heure, à savoir comment est-ce qu'ils ont fait. Comment est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette jonction, de cette intersection du 5e siècle au 13e, 14e siècle, qui n'est qu'un seul moment et le reste étant écrit? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'humanité disparaisse, pour qu'une grande part de l'humanité disparaisse? Donc, il s'est passé une catastrophe, un cataclysme, le fameux déluge, si tu veux, qu'on connaît, mais dans une autre version. C'est-à-dire que ça t'amène à comprendre qu'il y a eu plusieurs déluges, plusieurs cataclysmes qui ont renversé les civilisations. D'accord ? Ça t'amène à penser que l'humanité, l'être humain et toi-même, tu n'es peut-être pas au centre de la création. C'est hautement suffisant. Alors là, c'est hautement suffisant. Tu vas te faire beaucoup d'amis encore. Non, mais écoute... C'est-à-dire qu'il faut... je suis pas très habile ce soir en plus pour expliquer toutes ces choses-là et pas forcément très inspiré. On aura l'occasion d'en rediscuter. Mais j'aurai l'occasion donc de développer ce genre d'idées de façon un peu plus cohérente et argumentée. Mais je crois qu'il y a un moment, il faut qu'on arrête et qu'on sorte de ce cycle infernal dans lequel est réduite l'humanité, des guerres arrangées. Il faut qu'on sorte de ce système. Donc il va falloir regarder la vérité en face. Et toutes les vérités. Sans tabou, quoi. Sans tabou. Mais ça veut dire que l'humanité va devoir s'éveiller et s'unir aussi, tu vois. C'est-à-dire que sortir de tous les clivages à la con qui sont complètement artificiels. Tu sais, on est un peu comme... c'est des leviers pour ces gens-là. Pour les gens qui tirent les ficelles, c'est des leviers. On est un peu comme des supporters de foot. Qui avec son parti politique, qui avec son équipe de foot, qui avec sa religion, qui avec ceci. Mais enfin, on passe notre temps, quand ils actionnent tel ou tel levier, à se foutre sur la gueule. Et à un moment, il va falloir qu'on réfléchisse un peu au-dessus, qu'on s'élève. Voilà. Qu'on prenne du recul. Bah écoute, moi je pense que tu participes à l'éveil des consciences. Donc là, c'est le dernier numéro Top Secret. Où est-ce qu'on trouve d'ailleurs? Parce que ton magazine, on le trouve partout, on m'a dit. Oui, on le trouve partout en kiosque. Il était distribué en kiosque. On le trouve partout en kiosque. Alors évidemment, le magazine a été conçu un peu comme une série télé. Je disais ça tout à l'heure. Oui. Et donc les gens qui découvriraient le magazine maintenant vont se prendre un wagon dans la figure, c'est-à-dire que... Il vaut mieux aller pour les fragiles, il faut mieux qu'ils reprennent les numéros du début, c'est ça que tu veux dire? Il y a une progression, il y a vraiment une progression. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une vraie cohérence. Moi, ce qui m'embête un peu, si tu veux, c'est... des fois, quand je vois au niveau, parce que je sais que tu fréquentes pas mal la dissidence, etc., et qu'on nous ramène, malgré le travail de compréhension qu'on a fait au cours de toutes ces années pour essayer justement de remettre l'être humain au centre, mais l'être humain tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire pas avec l'image qu'on nous a appris, parce qu'on nous a jamais appris ce qu'on était, l'être humain. L'humain est composé de plusieurs composantes différentes, et tout ça doit être analysé aussi.
et c'est vrai que ça m'embête, des fois je m'énerve un petit peu, parce que j'apprécie beaucoup, je me dis mais comment on peut avoir de telles analyses aussi pertinentes, aussi intéressantes, etc. Mais sur le système et dénoncer les réseaux et toutes ces choses-là, et pour au final nous reproposer quoi? Nous reproposer un système où comme seule grille de lecture de morale, on aurait la religion, etc. Alors que moi, je conçois ça par rapport au travail que j'ai fait avec les lecteurs, etc., comme un peu retour vers le futur, si tu veux. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir les yeux. Il faut quand même aussi se rendre compte que pendant 1000 ans, pendant les 1000 dernières années, il n'y a pas eu d'instrument de soumission plus puissant que les religions. Le sacré, il faut le retrouver à l'intérieur de nous. C'est essentiel. Il n'est pas dans les dogmes. Dieu en a rien à foutre qu'on mange du poisson le vendredi. Tu comprends? Ouais, je comprends tout Le à fait. sacré, il est en nous. Et cet amour, il faut que nous l'ayons les uns envers les autres en nous libérant des dogmes. Parce que au final, ceux qui tirent les ficelles et ceux qui dirigent tous ces trucs-là, toutes ces organisations-là sont humaines. Et ces organisations-là sont aux mains des mafias. Il ne faut pas s'illusionner. Depuis toujours, c'est le cas. C'est le cas depuis 1000 ans. On parle des Illuminati, etc. Ils sont où les Illuminati? Tu les retrouves chez les jésuites, entre autres, etc. Donc c'est un peu... Je me dis, mais attends, c'est de l'amnésie, c'est de la complaisance, c'est de l'aveuglement. Je comprends qu'on ait besoin... je comprends qu'à un moment, on ait peut-être besoin, pour être entendu, de revenir à des valeurs que les gens connaissent. Mais il est important aussi que l'être humain retrouve les choses essentielles qui sont dans son cœur, à l'intérieur de lui, et qu'il arrête d'être un peu trop sur le texte. Le texte, il y a une partie, je suis désolé de le dire, hein, mais une partie de manipulation. C'est marrant parce que tu rejoins beaucoup Alan Duke, on était interviewé à Luxembourg, et qui pense la même chose. Qui dit de s'éloigner un peu des textes, d'aller puiser en soi pour retrouver les réponses en soi d'ailleurs. Absolument, mais absolument. Le pouvoir est en nous. Ouais. Mais nous, c'est plein de choses. C'est plein de choses. On aura l'occasion, si tu veux, t'es pas dans reparler. Oui, parce que voilà, de toute façon, Rock Sucker, on se donnera une autre interview, c'est promis en plus. On fait une dédicace, d'ailleurs j'en profite à Kat et Max, puisqu'ils nous ont mis en contact. Oui, moi aussi je les salue. Voilà, donc on les salue bien. En plus, après le séjour à Avignon qu'on a fait chez eux, ils nous ont tellement fait ta promo, ce sont tes meilleurs VRP, je peux te dire. Et en tout cas... Ce soir, c'était une première. Oui. On a défriché un terrain. On a fait du gros bourrinage, si tu veux. Parce qu'il y a gros boulot et on était avec les gros tracteurs. Je suis du Gers. Alors, et après, plus tranquillement, on pourra développer certains sujets. On pourra planter les semis et les petites graines un peu partout. Rendre un peu plus cohérent mes trucs, parce que je me rends compte que j'ai peut-être été un peu brutal, mais il est tard. Non, mais ils ont l'habitude. Je pense que ça les dérangera pas. Brut de décoffrage, ça mais ne renversons pas un système pour créer un système identique du passé. D'accord? Ça, c'est essentiel. Vraiment, vraiment. Voilà. Écoute, je pense que le message est passé. Merci Rock, et ça continue sur le Métatour. Toulouse, l'étape, c'était Rock Sucker. Voilà, on leur fait une petite pub. C'est gentil. Voilà, Top Secret, le magazine, et puis trouvable partout en kiosque. Pour le coup, c'est facile. Trouvable même en supermarché. Même en supermarché. Même dans les rayons presse des supermarchés. Et on peut s'abonner en plus, apparemment. Et on peut s'abonner, et on est dans toute la francophonie. Voilà, oui, parce que j'ai vu qu'il y avait marqué Canada, Belgique, Luxembourg, Suisse. On est également en Afrique. D'ailleurs, je crois que Alan Duke aussi est un adepte de ton magazine. Tu vois, je fais des nombreux fans. Je suis désolé de ne pas avoir pu être plus clair que ça ce soir, mais il y aura d'autres, je me rattraperai. Et je vous le promets. Bon. Merci à tous. Ciao. Au revoir.